Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints à ce premier webinaire industrie organisé par CEGIBAT. J'ai l'occasion d'être accompagné par un bureau de contrôle et une entreprise experte en contrôle des canalisations gaz. Pour le bureau de contrôle, c'est l'APAV, Jean-Marc Leray. C'est l'APAV, excusez-moi. Laurent Godefrin, bonjour. Bonjour Florian. Et pour l'entreprise experte, Axegide, Jean-Marc Leray, bonjour Jean-Marc. Florian. Nous allons vous parler sécurité sur les réseaux gaz aujourd'hui et notamment les contrôles de ces réseaux. Alors pourquoi avons-nous choisi ce sujet? C'est un enjeu important à notre regard car ces contrôles permettent la sécurité des personnes et des biens et de maintenir la continuité d'alimentation et donc la continuité de production. C'est pour ça que nous allons vous offrir aujourd'hui un décryptage de la réglementation, de la responsabilité de l'exploitant et du rôle des intervenants qui sont amenés à effectuer ces contrôles. Pour le programme de ce jour, nous allons commencer par une partie pas forcément marrante mais indispensable, c'est de la réglementation, le panorama de la réglementation. Ensuite, nous allons parler de la responsabilité de l'exploitant, de la notion de compétence et enfin les contrôles des réseaux gaz et un retour d'expérience de nos deux interlocuteurs présents aujourd'hui. Commençons par le panorama de la réglementation et je passe la main à Jean-Marc pour nous faire ce panorama. On va commencer donc ce panorama par différents textes réglementaires. Dans les premiers textes, on va retrouver donc les arrêtés préfectoraux. Dans l'arrêté préfectoral, le premier texte qui incombe à une entreprise, c'est son autorisation de fonctionner, d'exploiter ses réseaux. L'arrêté préfectoral initial, on va retrouver dedans la classification de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est soumise à déclaration, une entreprise qui est soumise à autorisation, et si elle est soumise à autorisation, quel est son régime Seveso non, ou si c'est un régime Seveso seuil bas ou seuil haut. On va retrouver aussi dans le premier arrêté préfectoral initial sa classification au sens des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Dans un arrêté préfectoral, on peut retrouver aussi des contraintes particulières en fonction de la classification Seveso seuil bas ou seuil haut. Par exemple, l'adjonction de pressostat, l'adjonction d'électrovanne en tête de ligne ou sortie du poste de distribution. Le deuxième texte, ça va être le texte, c'est le code du travail, tout simplement, puisqu'on a le droit d'exploiter. Donc le code du travail va dire à l'employeur de faire le nécessaire pour la sécurité de son personnel. Derrière, on va retrouver un système normatif qui concerne le réseau intérieur, donc la NFEN 1775 pour tout ce qui est pression inférieure ou égale à 500 millibars, relatif, et la NFEN 15001, on verra plus tard qu'il y a deux déclinaisons, qui concernent les réseaux supérieurs à 500 millibars. Un autre texte réglementaire qui va venir, c'est les ESP, l'arrêté du 20 novembre 2017 et le code de l'environnement. Et là, je laisse Florian nous en parler. Laurent, pardon. Donc maintenant, si on zoome donc sur la réglementation équipement sous pression, donc trois grandes étapes à retenir sur l'évolution de cette réglementation autour des réseaux gaz. Donc avant 2000, donc c'est ce qui se trouve en partie haute du slide. Donc deux décrets franco-français qui traitaient donc à eux deux donc conception, fabrication et exploitation des tuyauteries. En particulier, donc c'était le décret du 18 janvier 1943 qui concernait les réseaux gaz, sauf que jusqu'en 2000, ces réseaux n'étaient pas soumis à suivi en service. Donc en 2000 est arrivée côté donc conception, fabrication, la première directive équipement sous pression qui intègre toutes les tuyauteries dont la pression est supérieure à 0,5 bar, qu'elle soit en gaz ou en liquide.
Et en parallèle, donc côté exploitation, est arrivé l'arrêté du 15 mars 2000 qui est venu rattraper les tuyauteries gaz, donc avec une échéance d'obligation de contrôle à partir de 2005. Ensuite, sous le trait en pointillé, c'est l'évolution de 2016. Donc 2016 est marqué par l'entrée de la réglementation équipement sous pression dans le Code de l'environnement, par l'abrogation de tous les textes que je vous ai cités qui sont juste au-dessus, et pour arriver à aujourd'hui, une simplification au niveau réglementaire, c'est-à-dire il n'y a plus qu'une directive qui vous concerne côté fabrication, donc c'est la 2014-68 UE, et côté exploitation, quand la tuyauterie rentre dans le champ d'application, c'est l'arrêté du 20 novembre 2017. Donc aujourd'hui, plus que 2 textes, un côté conception, un côté exploitation. En effet, c'est beaucoup plus simple. Merci Laurent. Nous allons maintenant aborder la notion de responsabilité. Je passe la main à Jean-Marc pour nous rappeler le rôle de l'employeur. Alors, la responsabilité, on va la reprendre du Code du travail, tout simplement. Et c'est bien écrit dans cet ordre-là. Donc on va retrouver la notion d'employeur en tant qu'exploitant. Donc employeur ou exploitant, c'est 2 termes qui sont confondus. C'est la même chose. L'employeur va déterminer la politique générale de la sécurité sur son site, les mesures générales de sécurité à prendre, c'est-à-dire mettre tous les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité, et l'organisation humaine d'une exploitation. Il peut désigner sur un territoire donné ou des ouvrages déterminés un exploitant délégué qui va lui-même nommer un chargé d'exploitation qui devra avoir la compétence des réseaux gaz dans l'usine. Et au sens du Code de l'environnement, c'est Laurent qui nous en dit plus. Donc, au sens du Code de l'environnement, donc c'est l'exploitant qui est responsable. Donc l'exploitant, c'est par définition le propriétaire de l'installation sous pression, donc de la tuyauterie gaz en ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais cet exploitant, donc ce propriétaire, pardon, a la possibilité de déléguer la notion d'exploitant donc à une personne qu'il aura dûment désignée. Donc cet exploitant, une fois qu'il est désigné, il est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires pour que sa tuyauterie maintienne son niveau de sécurité. Donc cette tuyauterie, qu'elle soit, on va dire, c'est toute tuyauterie à plus de 0,5 bar. Et ensuite, c'est aussi cet exploitant qui prend la décision de retirer du service une tuyauterie qu'il estime avoir un niveau de sécurité altéré. Ensuite, pour les tuyauteries qui vont être soumises à l'arrêté du 20 novembre, on verra plus tard celles qui sont concernées, pardon. Donc là, maintenant, l'exploitant doit disposer d'un dossier d'exploitation. Donc ce dossier d'exploitation, c'est un dossier papier ou électronique qui regroupe toutes les données de conception, de fabrication de la tuyauterie, mais également toutes les données de son suivi en exploitation. Merci Laurent. On voit bien donc que le Code de l'environnement et le Code du travail se répondent et qu'on est cohérent dans la réglementation en termes de définition de la responsabilité. Parlons maintenant de la compétence et des acteurs qui peuvent réaliser ces contrôles. Laurent va nous en dire plus. Donc on va commencer donc par les exigences du Code de l'environnement et en particulier donc pour les tuyauteries qui vont être soumises à l'arrêté du 20 novembre, donc à suivi en service. Il y a 3 notions amenées par cet arrêté. C'est tout d'abord le personnel qui va, on va dire, conduire, utiliser la tuyauterie, mais aussi le personnel qui va être en charge de sa maintenance doit avoir été sensibilisé par l'exploitant au risque pression. Ensuite, pour une catégorie de tuyauteries, donc celles qui sont soumises à déclaration, donc c'est les tuyauteries en général forte pression ou gros diamètre, le personnel doit en plus donc, être reconnu apte. Donc là, il y a la notion d'habilitation délivrée par l'employeur, l'exploitant, mais aussi une obligation de reconduire périodiquement les personnes dans cette fonction, donc la notion
on va dire, de recyclage de l'habilitation. Et enfin, il y a une troisième catégorie de personnes dites compétentes, c'est que l'exploitant a la possibilité, au titre du 20 novembre, pour certaines catégories d'équipements, et les tuyauteries gaz en font partie, pour certaines opérations de contrôle, donc essentiellement le contrôle de mise en service et l'inspection périodique, il peut désigner des personnes aptes à faire ces gestes. Donc les critères de désignation, c'est que la personne soit capable on va dire, de vérifier le maintien de la conformité d'un équipement sous pression, donc en l'occurrence de la tuyauterie, mais aussi être capable de reconnaître les défauts potentiels et surtout d'en apprécier la gravité. Merci Laurent. Pour résumer, finalement, la compétence, ça semble être une formule simple. C'est une combinaison du savoir, qui peut être acquis en formation, du savoir-faire, mais également du savoir-être. Au sujet du savoir, existe-t-il des habilitations gaz, Jean-Marc? Alors, en termes d'habilitation gaz, quand des salariés d'une entreprise viennent en formation, on leur dispense le savoir. Pour avoir la compétence, il leur reste à acquérir le savoir-faire et le savoir-être. Donc, un organisme de formation ne peut pas habiliter une personne qui fait un stage gaz, mais peut donner, par exemple, un niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, en fonction de la complexité de la formation, et une attestation de présence ou d'avoir suivi cette formation. Le savoir-faire et le savoir-être, ça va être l'employeur ou l'exploitant délégué qui va devoir mettre en place un système d'évaluation pour valider la compétence au travers d'un document qui peut être une reconnaissance d'aptitude ou une habilitation gaz, mais interne à l'entreprise. Et l'ensemble devrait être mesuré. Merci Jean-Marc. Justement, on a une première question à propos de l'exploitant délégué. Est-il nécessairement employé de l'entreprise? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Laurent? Donc, côté code de l'environnement, il n'y a pas d'obligation que les personnes, on va dire, désignées en tant qu'exploitant par le propriétaire de l'installation soient à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être un mandataire extérieur, un sous-traitant. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un document, on va dire, formalisé de désignation en tant qu'exploitant de la personne qui va utiliser le réseau gaz. Merci Laurent. Passons maintenant au contrôle des réseaux gaz et commençons par les équipements sous pression et on continue avec vous Laurent. Donc les exigences concernant les équipements sous pression, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, la directive couvre tous les équipements, et le code de l'environnement aussi, tous les équipements qui ont un fluide à une pression de plus de 0,5 bar. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le suivi en service. Donc lui ne concerne que les équipements soit qui contiennent un liquide avec une tension de vapeur donc supérieure à 0,5 bar à leur température maxi de service, mais vous ne serez pas concerné, et les gaz, où là on va retrouver le gaz naturel. Donc on va poursuivre maintenant donc, cette même réglementation, donc, définit deux groupes de fluides, à gauche, les fluides dangereux, donc on va retrouver le gaz naturel, donc dangereux au sens qu'il est inflammable, mais on va retrouver aussi les fluides toxiques, très toxiques, les comburants, style oxygène, et côté groupe 2, ce sont les autres fluides, donc les fluides dits non dangereux. Donc si on zoome sur les réseaux gaz, et en particulier les tuyauteries, donc l'arrêté du 20 novembre donc, ne se limite pas aux tuyaux, si je puis dire, il va aussi regarder les accessoires qui accompagnent ces tuyauteries. Donc accessoires sous pression, donc c'est un dispositif qui joue un rôle opérationnel, mais dont l'enveloppe est soumise à la pression. Donc on a quelques exemples à l'écran, un manomètre, un clapet, une vanne, un pot de purge, mais aussi un barillet de distribution. Ce sont des accessoires sous pression, et donc ces accessoires sous pression sont contrôlés en même temps
et ce sont les mêmes gestes que sur la tuyauterie en elle-même. Et il y a également donc, les accessoires de sécurité qui, eux, sont suivis, donc sont déjà marqués CE, donc, et suivis à un rythme qui est défini, on le verra un petit peu plus tard. Donc là, on va rentrer dans la classification pour que vous puissiez savoir quelles tuyauteries sont concernées par les différents règlements. Donc en toile de fond, on a le classement directive. Donc le classement directive, c'est le classement si demain vous décidez de faire construire une tuyauterie neuve. Donc avec en vert clair à gauche, c'est toutes les tuyauteries donc, qui seront soumises aux règles de l'art, donc pas de marquage chez eux. Ensuite, on retrouve les 3 catégories, la 1, la 2, la 3. Donc catégorie 1, c'est la plus faible des catégories, c'est de l'auto-certification des fabricants. Et ensuite, dès qu'on va passer en catégorie 2, catégorie 3, il y aura forcément intervention d'un organisme notifié, donc au sein de l'Union européenne, et bien sûr, APAV en fait partie. Ensuite, vient se greffer dessus les seuils de soumission au suivi en service. Donc d'abord, premier seuil, c'est la ligne rouge. Donc tout ce qui va se trouver sur la ligne rouge et au-dessus de la ligne rouge va être soumis donc, à l'arrêté du 20 novembre, en particulier soumis à inspection. Et deuxième seuil, donc le seuil bleu, ce sont les tuyauteries qui vont être soumises à inspection, mais aussi à déclaration, à contrôle de mise en service obligatoire et à requalification. Donc rassurez-vous, la majeure partie de vos tuyauteries gaz en usine sont soit inférieures à la ligne rouge, soit entre la ligne rouge et la ligne bleue, c'est-à-dire soumises à inspection. Et si je puis dire, l'arrêté ouvre la possibilité pour ces catégories de tuyauterie de réaliser un CMS, donc un contrôle de mise en service volontaire. Donc ça, c'est plus de l'ordre du conseil. C'est que ce contrôle de mise en service volontaire va vous permettre, avant de mettre en service votre tuyauterie, d'avoir un œil externe qui va vous permettre de vérifier que la tuyauterie est conforme. Elle dispose surtout de tous les documents nécessaires à son exploitation future, et ce, bien entendu, avant d'avoir réglé la facture auprès du fabricant. Donc si on rentre dans le détail, la mise en service, donc vous serez concerné que par peu de tuyauteries, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les usines, les tuyauteries gaz naturelles se trouvent entre la ligne bleue et la ligne rouge, c'est-à-dire 95% des tuyauteries se trouvent entre ces deux lignes. Donc tant qu'on ne passe pas la ligne bleue, donc le contrôle de mise en service, la déclaration n'est pas obligatoire. Et donc on ne dépasse pas non plus cette ligne bleue et qu'on passe dans la zone vert foncé, la requalification périodique n'est pas non plus exigible. Donc requalification périodique, les périodicités sont fixées par l'arrêté, le contenu aussi, et il n'y a qu'un organisme habilité qui peut la réaliser. Donc vous serez surtout concerné par l'inspection périodique. Donc l'inspection périodique, c'est plutôt simple, c'est soit une personne compétente désignée par l'exploitant, soit des gens comme nous. La périodicité, le contenu, il est défini dans un document qui s'appelle le programme de contrôle. Donc il y a une certaine liberté sur la périodicité, puisque l'arrêté parle de aussi souvent que nécessaire. Et le contenu, donc en règle générale, sur ce type d'ouvrage, il n'y a pas de visite intérieure, donc il n'y a pas de nécessité de vidanger, d'ouvrir le réseau. En revanche, c'est un examen visuel extérieur qui peut être complété par des contrôles non destructifs. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des tuyauteries soumises, mais il ne faut pas oublier que les tuyauteries non soumises distribuent quand même du gaz naturel de groupe 1, et donc soumis à des risques et à des contrôles nécessaires. Et Jean-Marc va nous en dire plus. Alors, on va faire un rappel, on l'a déjà vu tout à l'heure sur le Code du travail, et on va reprendre les 3 items qui sont juste en dessous. Donc, à charge de l'employeur, donc c'est la prévention des explosions, empêcher la formation d'atmosphère explosive, ATEX. Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher une atmosphère explosive, c'est forcément d'en éviter l'inflammation.
et d'atténuer les effets nuisibles d'une explosion. Ces 3 lignes suffisent à elles-mêmes d'écrire tout un système normatif qui nous renvoie en fin de compte à un contrôle périodique des installations, puisque nous sommes dans la prévention, et c'est aussi empêcher les pertes d'exploitation. Donc il convient, dans le système normatif, nous dit de faire au plus tous les 6 ans, donc entre la 5e et la 6e année, une inspection du réseau entier. Sur des gros sites, on peut fractionner ces contrôles sur plusieurs années. Ça ne pose pas de souci, il suffit que tout soit planifié et d'arriver, chaque tronçon de réseau ou chaque zone ne dépasse pas les 6 ans. Quand il y a une réparation de ce réseau ou un autre réseau neuf qui a été mis en place, il devrait y avoir dans l'année qui suit sa mise en service, donc un contrôle, de la même manière que le contrôle des 6 ans. Il va devoir y avoir ce contrôle qui devra être fait dans les 12 mois suivant sa mise en service. Merci Jean-Marc. Avant de passer au retour d'expérience... Ah non, pardon, je vais trop tôt. Tu peux continuer Jean-Marc. D'accord. Donc dans les contrôles, donc on a parlé de réseau, maintenant on va parler des accessoires, on va parler alors des robinets de sécurité. Le système normatif nous parle souvent de robinets de sécurité et d'exploitation. On est bien sur les robinets de sécurité. Les robinets de sécurité, ça va être tous les robinets qui vont être recensés, qui vont être marqués sur des plans, dont les services de secours devront avoir éventuellement leur accessibilité. Ces robinets de sécurité devront être contrôlés tous les 5 ans. Alors, ce contrôle concernant quoi? Ils doivent répondre à 3 caractéristiques, c'est-à-dire la première des caractéristiques, c'est son accessibilité. On retrouve malheureusement des fois des tas de palettes, mauvais exemple, devant un robinet, donc qui le rend inaccessible. On va devoir avoir aussi sa manœuvrabilité. Alors, on ne demande pas de fermer le robinet, mais on demande simplement de bouger l'opercule pour voir s'il n'est pas bloqué. Et le 3e point, évidemment, c'est qu'il doit être répertorié sur les plans et indiqué avec sa consigne, savoir ce qu'il coupe. La détente gaz. La détente gaz, c'est un accessoire. Alors, on parle souvent de détente, mais ce n'est pas que de la détente. C'est organe de sécurité, détente, régulation. C'est un accessoire qui est extrêmement important. Il doit être vérifié tous les ans. Donc, mise en place, sa vérification va concerner la vanne de sécurité. La vanne de sécurité qui est là pour protéger le réseau aval, c'est-à-dire tout ce qui concerne les installations qui sont en aval de ce poste de détente. Elle doit déclencher selon des seuils très déterminés. Le détendeur en lui-même, et là je vous ai dit c'est un détendeur régulateur, il doit réguler une pression quel que soit son débit, et à débit nul, il doit être étanche. La protection cathodique, c'est la protection des ouvrages acier contre la corrosion. Alors, ouvrage enterré, et là, il doit y avoir un contrôle tous les ans de cette protection cathodique. Si vous répondez aux normes d'environnement et d'économie d'énergie sur l'ISO 50001, les compteurs devront être vérifiés suivant tout un tableau. Sur les compteurs à parois déformables inférieurs à 16 mètres cubes tous les 20 ans, s'ils sont supérieurs à 16 mètres cubes tous les 15 ans, et tous les autres compteurs à turbine ou de vitesse, ils devront être vérifiés tous les 5 ans. Merci Jean-Marc. Avant de passer au retour d'expérience, cette fois, j'ai 2 questions pour vous Jean-Marc. Pouvez-vous expliquer comment mesurer le savoir-faire et le savoir-être du salarié compétent? Alors, on va retrouver déjà au moins dans les arrêtés préfectoraux, c'est une rubrique qu'on retrouve très souvent concernant une entreprise, c'est la formation des agents et d'être capable de mesurer
par des exercices annuels. S'ils sont capables de mettre en sécurité un atelier, s'ils sont capables d'évacuer, s'ils sont capables éventuellement d'éteindre un feu, eh ben on rentre dans cette démarche-là. L'employeur devra mettre en place un système de mesure par des exercices simples, pour voir si ces salariés qu'il a nommés répondent à ces exigences. Il peut aussi faire appel à un organisme extérieur qui peut l'aider dans cette démarche-là. Merci Jean-Marc. J'ai une autre question. Une opération d'exploitation pure, comme le réarmement d'un détendeur régulateur, après mise en sécurité, est-elle soumise à habilitation? Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé des détendeurs régulateurs et de sa vanne de sécurité. C'est un groupe qui permet d'abaisser et de réguler une pression, mais aussi de mettre en sécurité un réseau aval. Si le détendeur, la vanne de sécurité, le couple détente, a déclenché pour X raisons, il va devoir y avoir des contrôles à faire sur toute cette panoplie de détente. Donc ça va nécessiter à une personne déjà d'avoir suivi une formation. L'avantage, c'est que les formations sur de la détente se font obligatoirement accompagnées de pratiques. Donc, c'est une personne qui va acquérir un savoir, mais aussi un savoir-faire. Le savoir-être, il va l'apprendre sur le site de l'entreprise avec le matériel qu'il a chez lui. Et on a encore une question qui vient d'apparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut réaliser comme maintenance sur un régulateur? Alors, la maintenance sur un régulateur, il va y avoir plusieurs maintenances. La maintenance de premier niveau, c'est déjà le contrôle de la vanne de sécurité si elle déclenche bien au seuil de pression qui ont été déterminés pour mettre en sécurité le réseau aval. Donc c'est sa coupure. Le détendeur, c'est de savoir s'il régule bien et s'il est étanche à débit nul. Et il faut savoir que les détendeurs régulateurs, ce n'est pas des accessoires consommables qui au bout d'un certain temps en jettent et qu'en remplacent, mais les constructeurs nous donnent une périodicité de 5 ans où on peut changer tous les systèmes de clapet, régulation et membrane à l'intérieur. Donc le corps du détendeur reste, mais on change uniquement l'intérieur, le système de régulation, parce que c'est des pièces qui sont en permanence en mouvement et il peut y avoir de l'usure. Merci beaucoup. Passons maintenant au retour d'expérience et commençons par vous, Laurent, sur votre carrière de bureau de contrôle. Donc le retour d'expérience vu côté organisme habilité, donc sur les tuyauteries soumises à l'arrêté du 20 novembre et son prédécesseur 15 mars 2000. Trois points importants. Donc c'est le dossier d'exploitation. Les dossiers d'exploitation sont souvent pas disponibles ou incomplets. Et comme on l'a vu en début de webinar, le dossier d'exploitation, c'est une exigence du Code de l'environnement qui, on va dire, demande à l'exploitant de l'établir. Et pourquoi ce dossier d'exploitation il est important? C'est que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 novembre, en fait, la personne compétente ou l'OH qui réalise l'inspection périodique ou la requalification pour certaines catégories de tuyauterie doit, on va dire, analyser le dossier, c'est-à-dire regarder comment la tuyauterie a été exploitée par le passé, regarder comment elle va être exploitée dans le futur pour pouvoir, on va dire, prononcer l'aptitude à. Donc la personne compétente ou l'OH ont vraiment obligation de se prononcer sur l'aptitude jusque la prochaine opération de contrôle programmé, donc prochaine inspection en ce qui vous concerne. Ensuite, ce qu'on détecte aussi sur le terrain, c'est beaucoup de tuyauteries non repérées. Donc là aussi, c'est une exigence de l'arrêté du 20 novembre, c'est qu'une tuyauterie soumise doit être repérée par l'exploitant. Et enfin, on découvre encore dans le paysage beaucoup de tuyauteries dites non conformes et qui globalement aujourd'hui n'ont pas le marquage CE pour après 2000
ou des tuyauteries avant 2000 qui n'ont pas la référence aux arrêtés français de l'époque. Donc ça se traduit comment? Donc j'ai un exemple tout récent là où en fait c'est pas nous organismes qui avons détecté la non-conformité, c'est l'administration. Donc l'Adréal, entre autres, lors d'une visite en tant qu'ICPE de l'entreprise, est tombé sur une tuyauterie, donc une tuyauterie aérienne, diamètre 125, 4 barres, 200 mètres de long, qui n'a jamais été réceptionnée CE, puisqu'elle a été construite après 2000. Donc l'exploitant ne dispose d'aucun document. Donc première réaction de l'Adréal, c'est la mise en demeure. Donc l'exploitant a 6 mois de mémoire pour se remettre en conformité. Et bien sûr, l'amende administrative qui en découle. Donc dans un cas comme ça, l'exploitant il a 2 solutions. C'est-à-dire il coupe tout, il reconstruit à neuf. Donc avec les coûts, donc perte de production parce qu'on va être obligé d'arrêter la ligne, et les coûts de fabrication d'une ligne, ou de tenter donc la régularisation. Donc cet exploitant nous a demandé d'étudier cette possibilité. Donc cette possibilité, d'abord nous la première chose c'est qu'on se rapproche de l'administration, savoir si ils sont OK pour dérouler on va dire toute la checklist pour aboutir à une remise en conformité. Et donc ça va se traduire par un certain nombre de contrôles, donc des contrôles qui vont viser à caractériser les matériaux, le calcul de cette tuyauterie, des contrôles qui vont être nécessaires à caractériser les soudures, parce qu'on n'a vraiment rien, on ne sait pas si ça a été soudé par des soudeurs qualifiés, et au final, donc, une épreuve à l'eau, donc de la tuyauterie, donc pour garantir sa tenue à la pression. Et le tout, donc, nous, organismes, on établira un avis. Donc, si cet avis est favorable, il sera transmis, enfin, dans les 2 cas, il sera transmis à l'Adréal, qui, elle, décidera, par arrêté préfectoral, de maintenir cette tuyauterie, entre guillemets, non conforme, en exploitation. Donc, maintenant, je vais laisser Jean-Marc nous montrer son retour d'expérience au travers des audits qu'il a pu réaliser sur le terrain. Eh ben, ma classification d'incident est très proche de celle de Laurent, en fin de compte. Donc l'objectif primordial à une entreprise, c'est nous sommes là pour empêcher l'incident gaz. Essayer d'empêcher l'incident gaz, parce que l'incident gaz, c'est la sanction ultime et c'est obligatoirement la coupure du gaz et l'arrêt de la production. Donc notre intervention va commencer juste après. C'est donc lors d'un audit, c'est effectivement d'essayer de déceler au maximum les fuites sur un réseau gaz. Ces fuites, elles vont être classifiées sur plusieurs niveaux. Certaines vont être négociées avec le client en réparation immédiate, ou alors elles vont être négociées avec le client sur une réparation dans les jours à venir. On ne laisse pas une fuite. Ça, c'est le code du travail qui nous le dit. La deuxième rubrique, c'est les corrosions. Elles sont malheureusement, si on arrive à voir les fuites, à les mesurer, à les quantifier, une corrosion est beaucoup plus sournoise. Donc, c'est de repérer tout élément de canalisation qui nous présente des corrosions. Effectivement, qui dit corrosion, on va avoir derrière de la détérioration de l'ouvrage. Et je rejoindrai Laurent, où il va nous falloir effectivement les dossiers d'exploitation qui font énormément défaut dans les entreprises. Tout ce qui est supportage, pénétration et défaut de conception, c'est des rubriques on a des soucis de corrosion sur les supportages, malheureusement il faut en parler. Tous les ouvrages acier hors sol doivent être normalement isolés galvaniquement de tout support. Le repérage et l'accessibilité risque humain, forcément, c'est là le manque de plan. Les robinets de sécurité qui ne sont pas répertoriés. Quand on demande à un client qu'est-ce qu'il ferait au cas où, bien souvent, ils ne savent pas et où leurs robinets sont complètement inaccessibles. Quelques retours d'expérience sur la photo de gauche. C'est une corrosion, tout simplement, qui a eu son effet dans le temps.
Et donc là, c'est une fuite qui a duré, et quand nous sommes intervenus, donc nous avons trouvé cette fuite, nous avons fait ouvrir, et voilà un tuyau acier que nous avons trouvé dans le sol. Donc, quelque part, on peut estimer cette corrosion, elle est localisée, mais on peut imaginer le restant du tuyau, dans quel état il doit être. Sur la droite, c'est un réseau enterré en polyéthylène. Des travaux ont été faits dans l'usine. Les plans sont présents ou inexistants. La distance en profondeur de la canalisation peut être méconnue. Et un coup de pelleteuse, voilà le résultat. Et ces deux cas entraînent obligatoirement une coupure de gaz et une perte de production. Je vous parlais tout à l'heure des corrosions et ou des assemblages. Effectivement, on préfère les assemblages soudés par rapport aux assemblages mécaniques, parce que sur les assemblages mécaniques type 3 pièces ou à joint, c'est là où on va retrouver 80% de nos fuites. Et là, sur la photo de droite, eh ben, c'est une fuite sur une soudure. Laurent vous l'a dit, normalement, sur les soudures en gaz, les soudeurs doivent être qualifiés. Sur la droite, les deux photos de droite, voilà une corrosion somme toute basique, et il n'y a que le coude qui est corrodé, tout simplement parce que la canalisation n'est pas isolée galvaniquement de ces supports, mais c'est deux supports en acier galvanisé qui ont eu raison du coude. Et donc là, effectivement, pour cette entreprise-là, il va y avoir une coupure de gaz et des travaux importants pour réparer cette corrosion. On parlait tout à l'heure de la détente. Alors, il y a, si je peux faire allusion à une question éventuellement qui a été posée, un détendeur ne rentre pas dans la sécurité du réseau aval. Le détendeur régulateur, son rôle, c'est d'abaisser la pression et de maintenir cette pression quel que soit le débit. L'accessoire que l'on voit au-dessus du détendeur, c'est la vanne de sécurité, c'est elle qui va protéger le réseau aval. Donc effectivement, il faut une personne compétente, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir dépanner ce type d'accessoire. Le manque de maintenance, en termes de retour d'expérience, ce client que vous pouvez voir sur la photo avait ce qu'on appelle un poste de détente double ligne, c'est-à-dire qu'il avait deux lignes. Auquel cas, s'il y en a une qui déclenche, il y a une seconde ligne qui prend le relais pour éviter d'avoir une coupure. Sauf que quand on a été allé faire une maintenance, eh ben ce client, depuis X temps, et on n'est pas capable de dire depuis combien de temps, il fonctionnait déjà sur plus qu'une ligne, parce que la ligne principale de sa détente s'était coupée à cause d'un filtre tout simplement non entretenu. Donc les filtres, effectivement, sur de la détente, font partie aussi des actes de maintenance. Les robinets de sécurité. Là, sur la gauche, vous avez un bon robinet de sécurité qui est complètement inaccessible puisque c'est un robinet de sécurité en galerie technique, mais dont l'eau a coulé dessus pendant, je ne pourrais pas dire combien de temps, et ce robinet était recouvert d'une gangue de calcaire. Donc, quand on voit, et si jamais on devait fermer ce site-là, on aurait quelques soucis à le faire. Les cas les plus fréquents, c'est la photo du milieu, c'est les robinets dits de sécurité qui sont complètement inaccessibles. Donc, quand on parle d'accessibilité, allez, je vais le dire d'une façon rigolote un petit peu, c'est il faut qu'on ait les deux pieds sur terre. Hein, on ne monte pas sur une échelle ou sur un escabeau pour fermer un robinet de sécurité. La troisième photo, le robinet de sécurité, est enfermé aussi dans une gangue de glace parce qu'on a sûrement une détente en amont qui a givré toute la canalisation liée à la détente. Et du coup, on se retrouve avec un robinet bloqué par de la glace. Donc, voilà tous les actes de maintenance sur lesquels on tombe et tous ces défauts qui sont inhérents à des choses de sécurité. Merci beaucoup, votre expérience est précieuse. En tout cas, elle nous permet de voir et de comprendre et d'appréhender l'importance des contrôles sur les canalisations gaz, qui était l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Nous en avons fini avec notre exposé, on a quelques questions et nous allons commencer à y répondre.
Je commence par la première. Si ma conduite mesure plus de 2 km de long et que je suis juste après le poste de détente de GRT Gaz, mon installation doit-elle être équipée de protection cathodique? Alors, Jean-Marc. si c'est un réseau acier enterré, on peut utiliser donc le raccord isolant sorti du poste GRT qui assure une isolation galvanique entre l'acier et la protection cathodique du poste GRT et l'installation client. Oui, là, même pour 2 km, on devra avoir une protection cathodique. On peut se soustraire d'une protection cathodique sur les réseaux inférieurs ou égal à 30 mètres. Au-delà, on peut mettre différents types de protection cathodique, hein, mais on devra avoir pour un réseau de 2 km de long une protection cathodique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question qui sûrement pour vous, Laurent. Une seule vanne de sécurité suffit-elle? C'est plus pour Jean-Marc, je pense. Ou pour Jean-Marc. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on parle de vannes de sécurité, ces vannes de sécurité, il faut pas qu'elles soient en nombre, mais il faut qu'elles soient judicieusement placées. Le système normatif nous demande à chaque bâtiment ou chaque atelier une vanne de sécurité éloignée au maximum de 20 mètres, qui doit être accessible au plus proche de la pénétration de ce bâtiment. Parce qu'il y a une notion de temps. Si jamais il se passe quelque chose dans un atelier et qu'on évacue, il faut que cette vanne de sécurité soit sur le parcours de l'évacuation de ces gens-là pour qu'ils puissent fermer ce robinet ou cette vanne de sécurité. Donc, il en faut une seule vanne de sécurité. Alors, sur des petits sites où il y a un poste de détente, un robinet de sécurité aval au poste de détente et une petite canalisation qui alimente un seul et unique atelier, un robinet de sécurité suffit. Mais sur des sites de plusieurs hectares, il va nous en falloir plusieurs pour pouvoir isoler les différents locaux. Merci beaucoup. J'ai une question qui m'est plutôt adressée en tant que personnel GRDF. J'ai eu une odeur de gaz sur mon site. GRDF nous a coupé le gaz. 3 jours de production perdue. Est-ce que GRDF était dans son droit? Alors, en effet, en cas de danger grave et imminent, GRDF a le devoir de couper en respectant les RSDG, excusez-moi, je suis un peu dyslexique. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose qui nous désole, parce qu'on sait très bien qu'il y a un impact client. Mais pour autant, nous sommes obligés, face à ce danger, d'intervenir. On ne peut pas faire autrement. Voilà. J'ai une autre question. Quelles sont les sources réglementaires imposant ces contrôles? L'arrêté de 2003 n'est-il pas abrogé? Là, peut-être vous, Laurent? Oui. Non, c'est plus Jean-Marc. Ah bon? Bon, alors Jean-Marc. Quelles sont les sources réglementaires imposant ces contrôles? Alors, les sources réglementaires, l'arrêté de 2003 abrogé, oui. Mais c'est le Code du travail qui les met en place, en fin de compte. Hein. Le Code du travail et les arrêtés préfectoraux. On va retrouver dans l'arrêté préfectoral d'autorisation initiale d'une entreprise, de toute manière, on va retrouver les différentes rubriques qui sont reprises dans le système normatif, de faire que l'employeur ou l'exploitant doit mettre en place les contrôles nécessaires sur son réseau. Et on va retrouver ça aussi dans le système normatif, qui sont la NFN 1775 et 15001-2 concernant tout ce qui est maintenance exploitation des ouvrages gaz. Merci beaucoup. Est-ce que le dossier demandé pour une ICPE 2910 peut servir de dossier d'exploitation des réseaux gaz du site? On va répondre à deux, je pense. Donc Jean-Marc pour le contenu des exigences de la 2910. En ce qui concerne l'arrêté du 20 novembre, donc le dossier d'exploitation doit contenir donc tous les documents ayant servi à la fabrication de la tuyauterie. Donc si c'est une tuyauterie CE, ça va se limiter à la notice d'instruction du fabricant.
qui fixe, on va dire, les règles d'exploitation, mais aussi certaines règles de surveillance, qui peuvent venir en plus des exigences de l'arrêté et qui devront être prises en compte dans le programme de contrôle. Et ensuite, il faut stocker tous les contrôles, donc les inspections périodiques, les requalifications si la tuyauterie est soumise à requalif, la déclaration de mise en service, le contrôle de mise en service, les contrôles s'il y a eu des interventions, réparations, modifications sur la tuyauterie. Donc ça fait l'objet d'attestations de conformité qui doivent être classées dans ce dossier. Et il y a un dernier pavé qui s'appelle le registre. Donc le registre, c'est toutes les interventions qui peuvent être liées à un incident. On a dû changer la vanne, on a dû changer la vanne de sécurité, on a dû intervenir sur la soupape de sécurité qui se trouve après détente et qui protège mon réseau. Donc tout ça doit être tracé noir sur blanc dans le registre. Donc ça, ce sont les exigences du 20 novembre. Maintenant, Jean-Marc, est-ce qu'il y a des exigences supplémentaires au titre de la rubrique 2910 ? Alors, on a une partie en commune, effectivement, Laurent. Cette partie en commune sur la rubrique 2910, c'est bien, son nom est bien là pour le dire, c'est installation classée pour la protection de l'environnement. C'est les installations de combustion. Donc, dans les installations de combustion, effectivement, elles sont alimentées par du réseau qui peuvent être soumis au 20 novembre 2017 et aussi à la rubrique 2910. Il faut savoir que depuis 2018, la rubrique 2910 a descendu les puissances à 1 MW sur les installations de combustion. Et on va avoir effectivement des exigences sur un robinet quart de tour, des doubles électrovannes asservies à du pressost à gaz, chute de présence de gaz et ou incendie qui vont alimenter des chaufferies ou des installations de combustion. Donc effectivement, on a un tronc commun. Et que dit cette rubrique 2910 et l'arrêté aussi de 2018 concernant ces ICPE, c'est qu'on devra avoir un livret de toutes les opérations menées sur ces accessoires. Comme Laurent vous l'a dit, c'est un livret de conduite qui devrait être maintenu à jour en permanence. Merci. Nouvelle question, ce dossier d'exploitation est-il requis pour les tuyauteries en article 4.3 ou est uniquement à partir de la catégorie 1? En fait, ce dossier d'exploitation est requis pour les tuyauteries qui vont être au-dessus de la ligne rouge dans le petit schéma, donc catégorie 2. Donc article 4.3 non, catégorie 1 non. En revanche, la rubrique 2910 doit exiger des choses. Mais d'un point de vue arrêté du 20 novembre, il n'y a pas d'exigence du dossier d'exploitation tel que cet arrêté l'entend. Je reprends aussi, quand on met donc le 2910 sur des installations supérieures à 1 MW, on va avoir un couple d'électrovannes, un robinet quart de tour et couple d'électrovannes asservis. Il va devoir être fait tous les ans. Donc des contrôles in situ et en situation réelle de la mise en sécurité du réseau et l'ensemble devrait être inscrit dans un livret d'exploitation. Merci. Une autre question. A-t-on une estimation du nombre de fuites de gaz sur un site? Alors, c'est assez vaste pour être difficile à répondre. C'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre. L'estimation, je l'ai en tête. Ça m'embête de le dire. Mais il y a des fuites, oui, sur les réseaux industriels. Il y a des fuites. Mais je ne dirai pas le nombre. On peut élargir la question. Ces fuites sont-elles plutôt sur tuyauterie soumise, ESP, ou plutôt sur les tuyauteries non soumises finalement, d'après votre expérience? Eh ben, en fin de compte, sur les tuyauteries, alors je vais répondre à l'envers. En fin de compte, sur les tuyauteries soumises, comme on sait qu'elles sont soumises à des contrôles et à des OH, en fin de compte, on fait attention à ces tuyauteries beaucoup plus que d'autres. Et c'est pas sur celle-ci où on va retrouver le plus de fuites. Effectivement. On va retrouver le plus de fuites au plus proche des installations sur des tuyauteries non soumises, mais soumises aux règles de l'art, plutôt, ou dans les installations industrielles, toutes ces tuyauteries, on a tendance à les oublier, et qui, elles, possèdent énormément de raccords mécaniques. Et c'est surtout sur ces raccords mécaniques que l'on retrouve le maximum de fuites. Merci beaucoup.
Comment effectuer la vérification d'un réseau souterrain? Une question. Alors, souterrain ou enterré, c'est ça qui... Oui, c'est ça. Alors, la vérification d'un réseau enterré, alors je laisserai une partie aussi à Laurent, puisque on est sur un tronçon commun. Donc, on est bien d'accord, hein, au sens du Code du travail, c'est déjà, est-ce que ce réseau a été convenablement posé? Il y a des règles pour poser un réseau enterré. Maintenant, on sait qu'il y a des réseaux qui ont été posés il y a 50 ans, voire plus que ça. Et effectivement, on commence à avoir des soucis sur ce type de réseau. Donc tout à l'heure, on a parlé des contrôles de ces réseaux en fonction de leur criticité. Alors effectivement, si on a un réseau de 50 ans acier enterré qui n'a pas de protection cathodique, on va pas attendre les délais des 6 ans. Donc un des moyens de contrôle récurrents, c'est la recherche de fuite au travers du sol de ces réseaux-là. Tout simplement, on ne peut pas s'amuser à faire des trous de sondage, on risquerait de faire plus de mal à la canalisation que de bien. Mais on fait de la recherche de fuite, on a des appareils appropriés qui nous permettent de faire de la détection de fuite au travers du sol. Merci. Donc on peut compléter aussi par des techniques de contrôle dites non destructives. Donc des contrôles, ce qu'on va chercher sur les réseaux enterrés, c'est souvent de la corrosion extérieure. Donc il y a des techniques non intrusives qui consistent, donc ça s'appelle des techniques par ondes ultrasons guidées. Donc c'est de l'instrumentation donc à partir d'une chambre accessible, hein, pas forcément nécessité de faire une fouille. On vient instrumenter donc la tuyauterie avec un anneau donc de palpeur ultrason et on va envoyer donc une onde dans les deux directions dans l'épaisseur de la tuyauterie. Et cette onde ultrasonique va réfléchir et on va pouvoir quantifier et localiser une perte de section. Donc on ne saura pas dire si c'est une corrosion interne ou externe, mais on saura dire à tel endroit, donc on va dire à 20 cm près, on saura vous dire il y a une perte de section et il faut faire des investigations un peu plus poussées. Ensuite, il y a des techniques intrusives qui sont plutôt utilisées pour les pipes. C'est des racleurs instrumentés. Donc ce sont des racleurs là il faut ouvrir la tuyauterie, qu'on envoie dans la tuyauterie. Elles sont aussi équipées de capteurs ultrasons et là ils mesurent en continu l'épaisseur. Donc ça c'est une technique, il faut ouvrir le réseau alors que la première technique elle a aussi ses limites. Hein. C'est que dès qu'il y a un coude, les ondes s'arrêtent. Donc tant qu'on est en ligne droite ça se passe bien. Et il y a surtout le ratio épaisseur du tube et épaisseur du revêtement, parce qu'une tuyauterie enterrée, elle est toujours revêtue, qui peut perturber les ondes ultrasoniques et donc limiter la longueur. Merci beaucoup. Une question concernant les épreuves hydrauliques. La tuyauterie doit-elle être séchée à l'air ou à l'azote après épreuve? Excellente question. Toutes les questions sont bonnes, mais ça me rappelle mes débuts, il y a 38 ans. Quand j'ai commencé au transport, oui, c'est impératif et même il y a une règle, on doit être, après séchage, on doit être sur un point de rosée aux alentours de -20, -21. Alors pourquoi ça? Parce qu'on va tomber sur des détendeurs régulateurs qui nous font abaisser la pression, qui dit abaissement de pression, dit chute de température, et si le gaz est hydrophile, eh ben, on va recondenser au niveau des clapets de régulation et on risque de bloquer tout le mécanisme de détente-régulation. Oui, on doit sécher et respecter le point de rosée qui est préconisé, qui est aux alentours de -20, -21 degrés Celsius. J'ai deux dernières questions. La règle des 2 niveaux de sécurité pour une delta P supérieure ou égale à 16 bars est-elle applicable en réseau industriel? Oui. Oui. Je me suis permis parce que oui. Elle est applicable forcément, hein, puisque c'est toujours cette notion de la protection d'un réseau aval. Imaginez, j'ai mon collègue qui est à côté de moi, qui fait partie d'un OH, dont la pression de conception d'un réseau est par exemple de 4 bars. Donc tous les calculs de cette canalisation ont été faits sur du 4 bars. Ils vont valider le dossier sur du 4 bars, comme il vous l'a dit tout à l'heure, Laurent. Et en amont, on a une canalisation qui est sur du 20 bars.
Donc on est sur un delta P de 16 bars. Il faut impérativement protéger la canalisation aval par un système de double sécurité en amont. Je ne vous explique pas, et là Laurent peut vous en dire plus, les conséquences de derrière si jamais on laissait passer du 16 bars dans une canalisation 4 bars. Oui, bah là c'est l'explosion assurée, parce que l'explosion, la rupture de la tuyauterie, si je puis m'exprimer ainsi, hein, donc en règle générale, les coefficients de sécurité sont de l'ordre de 3. Donc une tuyauterie calculée à 4 bars, on sait pertinemment qu'elle va tenir à 12 bars, et entre deux, on l'éprouve en général à 1,43 fois, voire plus, parce que bon, là on est sur de la tuyauterie qui travaille à la température ambiante, donc, mais sur des tuyauteries qui travaillent en chaud, on a un rapport des contraintes à chaud et à froid qui peuvent nous embarquer vers des pressions d'épreuve relativement élevées. Donc voilà, donc tu parlais toi de double sécurité, donc si on rentre dans le domaine des tuyauteries soumises à l'arrêté du 20 novembre, il va être exigé effectivement une détente 20 bars, 16 bars, pardon, 4 bars, c'est que la tuyauterie 4 bars soit protégée donc à 4 bars par un accessoire de sécurité, hein, au sens de la directive équipement sous pression. Donc accessoires de sécurité, on connaît les accessoires à sécurité dits directs, donc soupape, disque de rupture, mais également ça vient de plus en plus dans le monde des équipements sous pression, ce sont des sécurités instrumentées. Donc un capteur de pression, une chaîne, un actionneur verrouilleur. Donc l'objectif, c'est que si on dépasse la pression de 4 bars, on verrouille la source de pression 16 bars. Merci beaucoup, c'est bien plus clair. Une question concernant les débitmètres, la fréquence réglementaire de vérification. Alors on a vu tout à l'heure que ça dépendait des débits et du matériel, donc je ne sais pas si on a besoin d'en dire un peu plus. Après, les règles qu'on vous a données tout à l'heure, la règle des 5 ans et des 15 ans, sur les pistons, parce que sur les parois déformables et compteurs volumétriques, c'est parce que c'est 80% du système métrologique que l'on retrouve dans le mesurage du gaz. Après, effectivement, sur des process où on va retrouver des effets Coriolis ou des sondes de Pitot, bah là, il faudra se rapprocher du constructeur qui va donner ses fréquences de maintenance. Et tout dépend de l'usage aussi, si c'est pour du calcul de rendement ou à titre informatif. Complètement. Merci bien. Et une toute dernière finalement qui est apparue. Un poste de distribution est-il considéré comme zone ATEX? Oui. Oui. Oui, un poste de distribution public est considéré comme une zone ATEX. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les détendeurs régulateurs ont une référence à l'atmosphère. Cette référence à l'atmosphère, on appelle ça un orifice respiratoire, hein, puisqu'en fin de compte, la régulation tient compte de la pression atmosphérique. Mais ça a un deuxième point. Cet orifice régulatoire est aussi là pour évacuer le gaz en cas d'une déchirure de membrane. Donc on va avoir un dégagement de gaz dans la zone concernée et effectivement un poste de distribution publique est considéré en zonage ATEX. Merci beaucoup, merci pour votre contribution. Merci également à tous d'avoir participé dans les questions en ligne et d'avoir sollicité nos experts. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, sachez que le site CJBAT permet d'avoir accès à des dossiers thématiques, des rubriques réglementaires et également le replay des webinaires. Celui-là sera également disponible en replay. Il y a également des réponses d'experts qui permettent de répondre aux questions que vous pouvez vous poser ou sinon, posez-les nous et nous y répondrons volontiers dans un dossier dédié. Merci à tous, merci Jean-Marc, merci Laurent. Merci pour votre participation et à bientôt sur le site CJBAT.